Salut les amigos, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui je fais l'émission sur mes palmes d'or numéro 3. C'est une manière de voyager à travers le cinéma d'une manière ludique, amusante et surtout de voir une certaine évolution. Donc après la numéro 1 sur les années 50, mais très rapide, les années 60 et son foisonnement, les années 70 et le nouvel Hollywood, on va arriver aux années 80. J'avais arrêté la dernière émission sur Que le spectacle commence de Bob Fosse, mais il n'était pas la seule palme d'or cette année-là. Il était accompagné d'un maître immense qui n'avait jamais eu la palme d'or pour un film, voilà. Et donc, aujourd'hui, on commence par Kagemusha. Donc, 1980, Akira Kurosawa obtient sa première palme d'or. C'est toujours étonnant qu'un grand maître qui a traversé les années 50, 60, 70 se retrouve primé sur le tard. Donc, Kagemusha, c'est un projet que tenait beaucoup à cœur à Akira Kurosawa, mais il avait du mal à le monter. Pourtant, il avait eu un Oscar avec Dersu Ozola, mais le Japon, les productions japonaises, étaient un peu frileuses sur ce genre de sujet. Donc c'est grâce à... Alors je ne sais pas s'ils ont mis réellement des sous dedans ou si juste leur nom posé sur l'affiche a suffi. Mais en tout cas, grâce au nom sur l'affiche de Francis Ford Coppola et de George Lucas, le film a pu se monter avec la Toho Company et la 20th Century Fox. Donc Kagemusha, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un maître d'un clan. Je sais pas si c'est un Ronin, un Shogun, je confonds toujours les noms. Mais enfin, bref. Il meurt. Et ses frères décident pour que la succession se passe bien, pour le peuple comme pour sa famille, de mettre un sosie à sa place pendant 1 an. Il le trouve facilement et il va avoir l'apprentissage pour devenir ce personnage important. Et petit à petit, il va se prendre au jeu. Voilà, donc ça c'est la trame générale. C'est un film... je vous montre la jaquette parce que voilà, elle est plus belle comme ça. C'est un film d'une assez foisonnant, assez incroyable. C'est des films qu'on voit peu aujourd'hui en fait. Je me rends compte que autant épique et autant shakespearien, c'est pas un truc qu'on fait beaucoup actuellement. Excusez-moi, je me bois un petit verre. Il fait chaud chez moi. Donc, c'est un film qui se mérite. Je vous explique, parce que moi j'ai découvert ce film assez jeune. Et la première scène est assez incroyable, puisque c'est un plan fixe de 6 minutes sur 3 hommes qui parlent de politique générale. On se dit, ça va durer 2h40 comme ça, c'est pas gagné. Et puis en fait, c'est une manière maligne de donner le contexte sans vous
d'une manière qui donne au spectateur, voilà, il faut vous concentrer pendant ce temps-là, pendant ces 6 minutes, et après ces informations qu'on vous donne vous serviront pour tout le film. Donc, soyez attentifs. C'est magnifiquement exécuté. Ensuite, ce qui est formidable avec Kurosawa, c'est le hors-champ et c'est la manière dont il construit ces scènes. La mort du maître du clan est fait d'une manière assez étonnante. Il est tué, alors ça se passe, j'allais dire au Moyen-Âge, j'en sais rien en fait, ça se passe dans une époque, je vais voir si c'est écrit en 1572, et il meurt par une balle, ce qui est un déshonneur pour le personnage. Et donc, la construction de cette scène, qui se fait non pas à travers le maître du clan, mais à travers le tireur, et comme on reste en plan fixe sur une bande, la garnison ennemie, et en fait on sait pas grand chose, et petit à petit le mystère s'épaissit. C'est admirablement construit. C'est une leçon de cinéma, que ce soit j'allais dire d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue de mise en scène. Voilà, le film alterne les scènes très intimistes, les scènes comiques, les scènes et puis les scènes épiques. Les scènes de bataille sont à tomber. La violence est montrée d'une manière. Je cherche mes mots parce que je veux être précis, mais elle est graphique, mais sans jamais être gore, sans qu'on tombe dans le sang qui jaillit dans tous les sens. Alors que il l'a déjà fait dans d'autres films. C'est même lui qui a inventé, Akira Kurosawa, les geysers de sang quand un coup de sabre tranche la tête, par exemple. Donc voilà, mais il a un regard sur la violence qui est assez intéressant avec Agemusha. Donc voilà, c'est un film immense, 2h40, mais c'est une très très grande palme d'or. Bon, comme j'ai un reflet, je vous les montrerai à l'envers, les Blu-ray ou les DVD. Ensuite, je vais parler d'un film, d'une palme d'or de 86, qui n'était pas, quand le film est sorti, a eu des critiques un peu contrastées, et peut-être même plus dures que ce que je vous dis. C'est une palme d'or, certains ont dit, voilà, c'était une palme d'or annoncée. Donc le film a été présenté les derniers jours du Festival de Cannes, dans une copie de travail. Il a eu la palme d'or, et certains ont pensé que c'était des arrangements. Je ne sais pas s'il y a eu ça à Cannes ou pas. Et du coup, ça a un peu terni la réputation du film. Donc le film, c'est Mission, de Roland Joffé, avec Robert De Niro et Jeremy Irons. C'est un bon film d'aventure. Est-ce que c'est un grand film? Moi, j'ai pas vraiment la réponse à ça. En tout cas, c'est un film plaisant à regarder. C'est, j'allais dire aussi, l'aboutissement de la période David Putman, qui était un grand réalisateur anglais qui a découvert Duelist, donc Ridley Scott, qui avait tourné les premiers films d'Alan Parker, dont même Midnight Express, qui a aussi produit, si je ne dis pas de bêtises, Le Chariot de Feu. C'est un peu lui qui a donné une certaine esthétique à cette époque-là, et qui avait déjà qui avait mis le pied à l'étrier à Roland Joffé avec le film La Déchirure. Et si je m'abuse, qui avait obtenu déjà des Oscars. Donc Mission, c'est le deuxième film Putman, Roland Joffé, et
Est-ce que pour avoir un tel film en sélection, on leur a promis la Palme d'Or? Je ne sais pas, mais c'est ce qui s'est dit. Euh, c'est un film, comme je le disais, très plaisant, très pour des raisons diverses et variées. L'histoire de ces prêtres catholiques espagnols qui essayent d'évangéliser euh, les Indiens Guarani. Il y a un côté un peu colonialiste qui peut déranger, mais il y a un face-à-face Jeremy Irons, Robert De Niro qui est formidable. Il y a la musique d'Ennio Morricone qui emporte tout. Le scénario est réalisé, est exécuté, j'allais dire. Je crois que c'est Robert Bolt, pardon. Excusez-moi. C'est quand même des mecs qui a écrit Laurence d'Arabie, hein, donc voilà, c'est pas un manchot. Et voilà. Donc c'est à vous de faire votre avis. Moi, je pense que c'est un film très plaisant à regarder. C'est pas parfait. Ça reste il y a des vraies scènes de cinoche, en tout cas dedans. Mais Roland Joffé a un côté académique qui fait que après ces deux premiers grands films, il n'a jamais retrouvé ce niveau. Je pense que David Putman arrivé prouve qu'il était un grand producteur car il arrivait à mettre en valeur des réalisateurs qui peut-être n'avaient pas si grand talent que ça, puisqu'après Roland Joffé a laissé tomber David Putman pour faire un film qui s'appelait en français Les Maîtres de l'Ombre avec Paul Newman. Et comment dire, bah le film fut un échec retentissant et la carrière de Roland Joffé en a beaucoup pâti. Il n'a jamais arrivé à retrouver peut-être cette qualité qu'il avait eue avec David Putman. Donc à savoir quel était l'apport du producteur dans les films, ça, moi, je ne pourrais vous le dire. Bon, ensuite, il y a eu d'autres palmes d'or dont je suis moins fan ou dont j'ai appris à être fan avec le temps. Je citerai juste Sous le soleil de Satan de Piala qui m'avait déconcerté à sa sortie et que j'apprends à aimer petit à petit et que j'aime de plus en plus. Mais en 1990, il y a un film qui va mettre de plein pied peut-être une certaine modernité et qui va montrer aussi une certaine modernité d'Hollywood, plus avec des films de studio, mais peut-être avec des films indépendants. Et ce film-là, ça va être Sailor et Lula de David Lynch. Alors, souvent considéré comme le film le moins aimé de David Lynch par certains cinéphiles. Et pourtant, moi, j'ai une passion énorme pour ce film que j'appellerais rock'n'roll. Parce que là, c'est un film qui met de plein pied dans une certaine modernité. Peut-être je dirais pas que c'est la naissance du cinéma postmoderne, mais il y a quand même quelque chose comme ça. C'est un film qui ose l'ultra-violence avec le côté très, j'allais dire, eau de rose, qui enchaîne les scènes les plus drôles, les plus folles, les unes avec les autres, qui peut mélanger le Magicien d'Oz, de la musique classique très lyrique, et puis d'un coup vous entendez un gros morceau de rock'n'roll de Vem. Vous avez Chris Isaak qui avec des ballades magnifiques. Vous avez du jazz. Vous avez, en fait, c'est un patchwork de cinéma et de musique. C'est pour ça que je parle beaucoup de musique. Mais la première scène se passe dans une sorte de lieu très luxueux, fastueux. Un type avec un couteau agresse Nicolas Cage, le personnage de Lula, le personnage de Sailor, pardon, excusez-moi. Et Sailor va massacrer le type.
à coup, et on va voir son cerveau sortir de sa tête. Et là, voilà, c'est la première scène du film. Après, il enchaîne les scènes les plus folles avec, je dis, il y avait des dialogues assez drôles entre les deux amoureux. Donc Lula est jouée par Laura Dern, Sailor, donc je vous ai dit par Nicolas Cage. Mais il y a aussi un problème avec la mère de Laura Dern dans la vie comme dans le privé, qui est jouée par Jan Lade, qui est hallucinante de folie complète dans ce film. Il faut où elle ose des choses étonnantes, qui joue une sorte de marâtre, mais qui a même qui a peur de certains hommes. Voilà, il y a une galerie de gueules les plus patibulaires les uns que les autres. Il y a des scènes avec Harry Stanton qui sont à la fois mélancoliques, tristes et puis flippantes. Donc voilà, c'est un film. C'est, j'allais dire, on est dans un train fantôme et on passe d'une scène les unes avec les autres. À l'époque, David Lynch, pardon, est en plein tournage de la série Twin Peaks. On retrouve des acteurs, j'allais dire des personnages, non, des acteurs de Twin Peaks comme Sherilyn Fenn et Sheryl Lee, qui et puis voilà, c'est un film. Moi, quand j'ai vu ça au cinéma, je savais pas ce que j'avais vu. Et ça m'avait donné un uppercut dans la tête et un plaisir rarement atteint. Voilà. Je vous conseille toujours, si vous aimez ce que c'est que voir un film culte, je pense que C'est l'heure et Lula et fait partie du top 5 des plus grands films cultes, en tout cas pour moi. Il y a une folie totale. Et en plus, il y a une chose qui fait que j'aime encore plus ce film, c'est que c'est Bertolucci qui a donné la Palme d'Or. Il était président à cette époque-là et il s'est battu comme un chien pour donner la Palme d'Or à ce film. Dans le jury, il y avait Françoise Giroud qui détestait le film, qui pour elle c'était le comble de la vulgarité. Il y avait Bertrand Blier qui lui voulait donner la Palme d'Or à Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard, mais je suis certain, j'en suis sûr que Bertolucci sur le coup avait raison. Il fallait donner la Palme d'Or à ce film parce que du coup Hollywood avec après Sexe, mensonge, jeux vidéo, tout ça, s'est transformé et est devenu quelque chose de différent. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a donné ce qu'on appellerait un nouvel Hollywood presque. Voilà. Donc ensuite, j'enchaîne sur la Palme d'Or d'après, qui est justement presque la continuité de Sailor Lula, même si ça n'a absolument rien à voir dans le sujet, mais on est quand même dans un film américain à la limite de plusieurs genres et avec des nouveaux cinéastes qui viennent de faire je crois que c'est le 4e film des frères Cohen, et donc le film dont je vais vous parler par la suite, c'est Barton Fink. Donc j'ai la jaquette la plus moche du monde sur le DVD, ça, voilà, c'est pas ma faute. Mais donc Palme d'Or en 91, président du jury à cette époque-là, Roman Polanski, et Roman Polanski voulait donner tous les prix à ce film, tellement il est tombé amoureux de ce film. Il a eu donc le prix d'interprétation, John Turturro a eu le prix d'interprétation pour ce film, et il faut dire que Turturro est fabuleux, que c'est le rôle de sa vie, hein, il y a pas à tortiller sur ça. Ensuite, prix de la mise en scène et Palme d'Or. Ensuite, il y a eu un nouveau règlement du Festival de Cannes où il est stipulé que maintenant un film ne peut avoir que 2 prix. Mais à l'époque, voilà, il avait eu 3 prix en disant voilà, Polanski avait eu ce coup de cœur pour ce film. Et il a bien raison, parce que moi j'avoue que quand je suis allé le voir en salle, j'étais peut-être un peu jeune et j'ai pas tout compris, même si il y a eu un énorme impact sur moi. Mais c'est un film qui
voilà, il s'immisce petit à petit dans votre cerveau et il vous pose énormément de questions sans que vous arriviez à trouver les réponses. Mais voilà, c'est un film fabuleux, la mise en scène est folle et c'est en fait, on rentre carrément dans le cerveau de ce personnage qui est Barton Fink. Barton Fink est un auteur de théâtre qui vient d'avoir un énorme succès avec sa dernière pièce. Et comme se faisait souvent à cette époque-là, alors je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est les années 40 ou les années 30, voilà, dans cette époque-là, un auteur a un gros succès et Hollywood de suite il prend la même mise sur cet auteur et veut absolument avoir après un film avec au nom du scénario euh, l'auteur. Et donc là c'est Barton Fink. Sauf que pour John Turturro, se confronter, le personnage de John Turturro, Barton Fink, se retrouver confronté à l'univers d'Hollywood va être un choc incroyable. Et du coup, à travers certaines rencontres, on ne sait pas fictives ou pas fictives, on va rentrer dans le processus créatif d'un auteur. Et ça devient passionnant parce qu'on a ses doutes, ses caprices, parce que le personnage de Barton Fink n'est pas très sympathique. Et les discussions avec d'autres personnages. Alors, il a un voisin de chambre joué par John Goodman, dont on ne sait pas vraiment qui il est, qui se fait passer pour un démarcheur et peut-être il serait plus que ça ou en tout cas un criminel. Il va il va rencontrer un scénariste, un auteur qu'il aime beaucoup, complètement alcoolique, complètement dégénéré et qui vit avec sa femme qui en fait Barton Fink va se rendre compte que c'est sa femme qui fait tout et donc ça va être aussi une manière de déchanter. Et puis on a une vision des producteurs d'Hollywood, alors avec des acteurs comme Tony Shalhoub ou je me rappelle plus celui qui crie de longue, Michael Lehner je crois, qui est voilà, et on a une succession de secondes savoureux. On est dans un univers qui mélangerait, je dirais, Kafka et le théâtre de l'absurde, alors ouais, peut-être Beckett, et on est dans un film absolument fou. C'est un chef-d'œuvre absolu. Euh, les Américains ont vu ce film, l'ont pas compris. Je pense qu'ils le comprendront plus tard, mais ça fait que les frères Cohen sont devenus des institutions de Cannes et pour des bonnes raisons. Voilà, revoyez Barton Fink. Si vous connaissez pas ce film, il faut absolument que que vous le découvriez. Je crois qu'il existe maintenant une belle édition Blu-ray que je ne possède pas. Je vais me flageller parce que c'est pas bien. Mais voilà, c'est un film absolument unique. Et on va finir par un film. Alors là, c'est le film, c'est La Fête. C'est un succès énorme. C'est la confirmation d'un réalisateur. C'est son deuxième film. On est encore dans le cinéma américain. Et donc là, on est dans le classique absolu. On est dans Pulp Fiction. Donc, en 92, Tarantino présente un film en séance de minuit qui s'appelle Reservoir Dogs. Et de suite, Cannes, la France, tombe amoureux de ce réalisateur. Le film sort en fin août. Et moi, je fais partie du public qui waouh, se prend une claque dans la figure. 2 ans après, il revient à Cannes, président du jury Clint Eastwood, mais il faut pas oublier que on peut dire que c'était une présidence partagée, ce qui est jamais arrivé, je pense, puisque
la deuxième grand juré et le deuxième personnage important, c'est Catherine Deneuve. Et ils ont donné la Palme d'Or, je crois qu'ils sont tous les deux. Je peux peut-être dire une bêtise, mais enfin c'est pas grave. Donc, deuxième film, Tarantino s'est fait connaître donc avec Reservoir Dogs. Il a écrit les scénarios de True Romance et de Tuerney. Et là, il produit Killing Zoe. C'est la même année. La même année, Tuerney, Killing Zoe, True Romance, c'est l'année d'avant. Et sort Pulp Fiction. Et là, ben voilà, on sait une évidence. On sait de suite que c'est un auteur qui va compter. C'est un film, c'est une comédie qui s'amuse avec le film noir, avec la violence urbaine, qui remet en avant un acteur qui avait un peu disparu, qui est John Travolta. Il fait partie de ces réalisateurs dont j'avais parlé il y a pas longtemps, c'est les réalisateurs qui viennent des stars. Il n'y en a pas tant que ça. Et je veux dire, c'est presque une apogée du cinéma américain et de la Miramax qui va prendre beaucoup de place au Festival de Cannes et aux Oscars pendant un certain temps. Malheureusement, ça va engendrer certaines choses avec MeToo plus tard. Mais voilà, on est dans le cinéma fun, le cinéma qui raconte quelque chose de passionnant sur le temps. C'est un film cyclique. Il y a plein de choses qui fait que ce film-là est devenu vraiment un classique et presque un monument de la pop culture. Et puis c'est l'époque aussi où les Palmes d'Or, parce que c'est pas tout le temps le cas, où les Palmes d'Or ont du succès, où le Palme d'Or lance des réalisateurs qui vont confirmer. Donc c'est une vraie époque importante. Voilà, David Lynch avait fait quelques films avant, après, grâce à la série Twin Peaks et grâce à celle-là, il va pouvoir, avec le temps, faire des choses peut-être plus personnelles, plus difficiles d'accès, mais en apportant toujours son grain de folie qui peut être transmissible aux spectateurs. Les frères Cohen vont avoir une carrière parfois avec des films plus légers, mais des fois des films immenses comme No Country for All Men ou Inside Llewyn Lewis. C'est des gens qui vont être aussi dans la pop culture. Et puis il y a Tarantino qui va se servir de tout ça et qui va ben voilà, devenir peut-être un leader de cette génération-là, qui malheureusement ne fera pas trop d'adeptes, puisque on attend toujours les successeurs de ces gens-là, ou des nouveaux réalisateurs d'Hollywood qui feront 4 ou 5 films en faisant 4 ou 5 films importants, ce qui est plus difficile actuellement. Bon, ben là c'était une aparté, ça n'a rien à voir avec les Palmes d'Or. Mais voilà, là c'était le volume 3 de mes Palmes d'Or préférées. Je vous en ferai un autre quand j'aurai le temps. Et quand j'aurai des coups de cœur. Alors c'est pas évident. Je pensais que après Shampoo, j'allais trouver des coups de cœur en littérature, en cinéma, en musique ou quoi que ce soit, que j'allais pouvoir vous afficher et faire une petite vidéo courte. Mais c'est difficile c'est difficile à avoir des coups de cœur actuellement, donc je sais pas si c'est parce que il y a peut-être une qualité moindre, je n'en sais rien. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, et je vous dis, on finit sur le générique, et on se dit à bientôt sur YouTube, sur Instagram, et voilà.
et bon été.